Bonne fin d'après-midi tout le monde, bienvenue à TVC l'été. Joyeux Cette- Noël! Quoi? Oui. Attends un peu, là, tellement de couper. Là. De quoi joyeux Noël? On est en plein mois de juillet. Mais voyons, Christo, en fin de semaine, c'est le Noël du campeur. C'est quoi cette nouvelle invention-là, le Noël du campeur? Là, tu me déçois, là. Toute l'équipe du camping de Saint-Damas nous l'ont expliqué. Ah ouais? Bien, Noël du campeur, c'est une tradition chez les campeurs. Hein. Toutes les années, on a un Noël. On essaie de le faire toujours le 24 ou le 25. Cette année, c'est le 24 juillet qu'on va faire le Noël du campeur. C'est drôle de fêter Noël en plein été. Alors, en plus, avec le Noël qu'on a eu cette année, alors ça va être un Noël spécial cette année de fêter Noël à la chaleur et un Noël en famille. Là. On a plein de familles qui vont se rassembler là, pour fêter Noël en respectant les consignes. Pour commencer l'émission, nous souhaitons remercier personnellement le camping Basse plein air de Saint-Damas qui nous ont accueillis chaleureusement pendant 2 jours. Merci beaucoup à vous. Oui, on commence avec l'actualité cette semaine. On est allé à la pelletée de terre qui avait lieu pour l'inauguration du nouveau CPE Les Petits Flots. Puis nous sommes entretenus aussi de hockey avec Étienne Boudreau. Nous avons fait un bilan un peu de la saison au complet des Canadiens de Montréal. Pour notre traditionnelle guerre des poutres, nous sommes restés ici même sur le camping. Nous nous sommes aussi entretenus avec Roxane Dastou pour parler de son métier de photographe. Et pour notre activité Quoi faire en fin de semaine, on vous réserve une belle surprise sur le thème du camping. Oui, une surprise très prometteuse. Restez jusqu'à la fin de l'émission. On commence maintenant avec nos actualités matapédiennes. Bonne émission tout le monde. Bienvenue à vos actualités matapédiennes. Cette semaine, pour la COVID, le gouvernement du Québec a mis en place un concours pour favoriser la vaccination contre la COVID-19. Des lots en argent sont prévus pour les adultes, alors que les participants mineurs pourront remporter des bourses d'études. Les grands totals des différents lots représentent un montant de 2 millions de dollars. Il y a 2 concours vaccinaux, l'un destiné à la population adulte et l'autre aux jeunes âgés de 12 à 17 ans. Pour les adultes du 1er août au 27 août 2021, le concours vaccinal offrira un tirage hebdomadaire de lots de 150 000 $ en argent parmi les personnes inscrites ayant reçu une première dose de leur vaccin. La valeur totale de ces lots est de 600 000 $. Le 3 septembre 2021, un tirage d'un lot de 1 million de dollars sera tenu parmi les personnes inscrites qui auront reçu leurs 2 doses. La première dose doit avoir été reçue avant le 3 août, tandis que la deuxième dose doit être reçue avant le 31 août inclusivement. Pour les jeunes âgés entre 12 et 17 ans du 1er août au 27 août 2021, le concours vaccinal offrira un tirage hebdomadaire de 2 bourses d'études de 10 000 $ parmi les personnes inscrites ayant reçu une première dose, puis la valeur totale de ces lots est de 80 000 $. Le 3 septembre 2021, un second tirage aura lieu de 16 bourses d'études de 20 000 $ pour une valeur totalisant de 320 000 $. La première dose doit avoir été reçue le 3 août et la deuxième dose avant le 31 août inclusivement. À noter que c'est les parents ou le tuteur qui doit procéder à l'inscription sur le portail et consentir à la participation de la personne mineure au tirage des bourses d'études. Le gouvernement du Québec a aussi mis en place une mesure temporaire visant à reconnaître les inconvénients humains subis par les étudiants dans le contexte de l'urgence sanitaire de la COVID-19. Les personnes visées par cette mesure pourront obtenir un montant forfaitaire maximal de 200 $, soit 100 $ par session. Pour plus d'informations concernant le concours ou le montant forfaitaire pour les étudiants, veuillez vous rendre sur le site québec.ca. Le CIS du Bas-Saint-Laurent annonce que près de 5 000 nouvelles places de rendez-vous avec le vaccin Pfizer-BioNTech sont maintenant accessibles et ce jusqu'au 3 août. La prise de rendez-vous se fait via le site québec.ca/vaccin COVID ou par téléphone au 1-877-644-4545. Ces places pour la vaccination contre la COVID-19 sont réparties dans les 8 sites de vaccination au Bas-Saint-Laurent.
Ces nouvelles places de rendez-vous permettent le devancement de la deuxième dose après un délai minimum de 4 semaines, suivant la première dose. Pour la politique, Sylvie Blanchette s'embarque dans la course à la mairie pour devenir la mairesse d'Amqui. Elle a fait cette annonce lors du conseil de ville lundi dernier. Elle se dit prête à relever ce grand défi, puis elle est conseillère pour la ville d'Amqui depuis maintenant novembre 2017. Communauté. Les pompiers de la Matapédia ont rejoint le syndicat canadien de la fonction publique. Le service de sécurité incendie de la MRC peut maintenant compter sur l'appui du SCFP pour améliorer ses conditions de travail. La SQ intensifiera sa présence durant le long congé de la construction. Ayant pour thème « La sécurité ne prend pas de vacances », cette vaste opération s'étendra sur le réseau routier, les plans d'eau et aussi dans les sentiers. Cette opération a pour objectif de sensibiliser les vacanciers à l'importance d'appliquer les règles en matière de sécurité routière et récréo-touristique. Loisirs et culture. La salle Jean Cossette offre l'expérience de réalité virtuelle, un voyage musical offert par Asteria. Il est possible d'acheter vos billets au diffusionmonticus.ca. C'est du 12 au 18 août. Il y a 3 représentations par jour, une à 10h, une à 13h et la dernière à 15h. Il y a seulement 30 places de disponibles par représentation, puis la durée est de 40 minutes. Le 25 juillet, à la gare patrimoniale de Sébec, de 11h à 16h, c'est le Noël du campeur. Il y aura sur place un marché de Noël dans le même type que des ventes de garage et aussi un espace pour les artisans locaux. Puis ce vendredi 23 juillet à 19h à la Maison de la Culture à Sébec, voyez le spectacle de Claude Bazou-Lucier, un artisan de la chanson gaspésienne. Puis à la Maison des Jeunes, à partir de 18h, il y a une soirée loup-garou organisée pour les jeunes. C'était vos actualités matapédiennes. Jeudi dernier, le 15 juillet, avait lieu l'inauguration du nouveau CPE à Amqui et le ministre de la Famille, M. Mathieu Lacombe, était sur place avec Pascal Bérubé lors de l'inauguration. Ça bouge beaucoup dans la circonscription ici de Matane-Matapédia. Il y a beaucoup de projets, notamment celui ici à Amqui, qui est un beau projet qui va venir plus que doubler le nombre de places qui sont disponibles, qui seront disponibles à Amqui. Donc, avec une nouvelle installation de 60 places, c'est une excellente nouvelle parce que d'une part, c'est un projet qui datait de 2013 pour une certaine partie et l'autre de 2019. Tout ça ensemble, ça va se concrétiser en mars 2022. Et l'autre excellente nouvelle qu'on a explorée ce matin, et je suis très content d'entendre ça, c'est qu'il y a une volonté de même pouvoir offrir certaines places temporairement, plus rapidement, donc peut-être même dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, 16 places, donc peut-être une quinzaine de places qui pourraient être offertes très rapidement à la première installation dans ce qu'on appelle nos installations temporaires. Donc, on pourrait émettre les permis vraiment très rapidement pour que les parents aient tout de suite accès à ces places-là pour leur enfant le temps que la construction se passe ici. Donc, vous comprenez là, que si vous faites le calcul, on sauverait plus d'1 an. Donc, il reste quelques vérifications à faire, mais on va tout faire pour que ça fonctionne. Donc, ça, c'est une excellente nouvelle. C'est des annonces majeures, bien sûr, qui étaient attendues depuis 2013 dans certains cas, avec un appel d'offres pour les étudiants. Préciser qu'il y a une collaboration avec le Centre collégial matapédien, le CEMEC à Amqui, priorité aux étudiantes, aux étudiants du CEMEC. Donc, une bonne nouvelle, comme on a eu à Montjoly, comme on a eu à Amqui. Et évidemment, ça rend le milieu plus attractif. Ça fait en sorte que c'est un outil de développement économique. On va créer des emplois aussi avec combien à peu près? Oh, pas loin de 20. 20 emplois. Amqui, dans la Matapédia, c'est bienvenu. On est preneurs, des professionnels de l'éducation. Et c'est d'excellentes nouvelles. Alors, une tournée là, que j'ai beaucoup appréciée du ministre. Puis une compréhension aussi d'enjeux locaux. C'est l'occasion d'échanger là, directement avec le ministre. Donc, Doris, le mérite revient à toi puis à ton équipe. Puis on espère répondre le plus rapidement aux besoins criants des familles parce que tous les jours, on reçoit des appels, surtout en ce moment-ci, des parents qui cherchent des places en CPE. Fait que, on est très heureux. 150 enfants qui sont sur la liste. Évidemment, là, c'est un peu partout au Québec, mais avec l'annonce aujourd'hui,
pour mars à peu près, on s'attend à ce que l'installation soit prête. Ça va enlever de la pression. Puis avec la nouvelle que le ministre vient d'évoquer, 16 places qui vont se rendre accessibles au cours des prochaines semaines, bien, c'est une autre excellente nouvelle pour les familles de la Matapédia. Donc, des annonces comme celle-ci, là, on en prendrait chaque jour. Présentement avec Étienne Boudreau, amateur de hockey, qui vient aujourd'hui nous parler des Canadiens de Montréal. Bonjour Étienne. Bonjour Raphaël. Ça va bien? Oui, toi? Oui, super. Donc les Canadiens qui ont eu quand même une grosse année, mais ça a commencé cet été lors ils ont fait plusieurs acquisitions, durant l'été. Pourrais-tu m'en parler un peu? Ouais, pendant l'été, Bergevin a bougé beaucoup. Ils ont été chercher Corey Perry, Tyler Toffoli, Josh Anderson via un échange contre Max Domi. Joel Edmondson, puis Jake Allen, un adjoint à Price qu'on avait tellement besoin. Ça fait longtemps qu'on n'en a pas un de qualité. Puis là, ils ont réussi à aller en chercher un bon. Pourrais-tu nous faire un résumé un peu de leur saison régulière qui a quand même été... comment qu'on dirait ça? En montagne russe. Ouais, en montagne russe. Leur saison a bien commencé. On avait vraiment hâte de voir la première partie. L'équipe, c'était un nouveau visage. La première partie, c'est contre Toronto. Ils ont perdu 5-4 en prolongation. Mais qu'est-ce qu'on a retenu surtout, c'est que l'équipe de l'autre édition aurait jamais été de taille, aurait jamais fait la même partie. Montréal ont tenu Toronto jusqu'à la fin, puis Toronto, c'est toute une partie de leur part. Malgré la défaite, il y avait beaucoup de positifs à retenir. Les 7 premières parties de la saison, Montréal n'a pas perdu une partie en temps réglementaire. Donc ça, c'est qu'ils n'ont pas perdu une partie en 60 minutes. S'ils ont eu des défaites, c'est en prolongation ou en tir de barrage. Puis à Montréal, c'est toujours plus gros qu'aux autres places. Ben, ils parlaient qu'après 7 parties, qu'il en restait 49, ils disaient que Montréal préfère une saison parfaite. C'est une grosse prédiction quand même. Saison parfaite, là, on peut se calmer un peu. Fait que c'était pas... Le mois de février a quand même aussi été tumultueux puisqu'ils ont congédié le coach principal. Ouais, ça a été quand même une nouvelle qui a surpris parce que déjà, 2e mois de la saison, les Canadiens, le mois de janvier, ils ont été premiers au classement. Le mois de février, ils ont commencé à avoir une petite pente descendante, 4 victoires, 8 défaites. Rien de catastrophique. Mais Claude Julien, c'était fini. Son temps était fait. Marc Bergevin, tout de suite, quand ça a commencé à pas bien aller, il voyait ça un peu peut-être... il voulait pas que ça continue à descendre. Fait qu'il l'a congédié. Il a été chercher Dominique Ducharme, coach par intérim. C'est que c'était pas lui le coach en chef. Il avait pas son contrat qui vient de le signer. Mais il était pas comme nommé entraîneur-chef du Canadien. Après, il y a eu le mois de mars, là, c'était l'équipe de Ducharme. Il fallait qu'ils connaissent tous les joueurs. Ils savaient pas leur manière de jouer. Ils les avaient jamais dirigés. Puis Ducharme, ça a toujours été un coach qui a coaché dans le junior. Fait que des vétérans, il n'a jamais coaché ça. Puis le mois de mars, ils ont terminé pour 500. C'est quand même bon pour un nouveau coach. Ouais. Le mois d'avril, c'est là que les Canadiens commençaient vraiment à descendre. 7 victoires, 10 défaites. Ils ont joué beaucoup pendant le mois. C'est quand même 17 parties. Pendant le mois, c'est beaucoup. Aussi, il y avait la date limite des transactions qui ont été chercher des joueurs un peu plus de soutien. Ouais. On a cherché Eric Gustafsson, un défenseur, John Merrill et Eric Stahl. C'est pas des acquisitions que tu vas faire, genre, ils vont jouer sur les premiers trios ou ses premiers duos, mais c'était pour mettre un peu d'amener un peu plus de profondeur aux Canadiens s'il y avait des blessés qui pouvaient être là. Mais c'est pas les meilleurs joueurs. Puis maintenant, parle-moi un peu du mois de mai. C'était le début des séries. Ouais, c'était le dernier mois de la saison. Les Canadiens nous ont tenus ça à bord. On savait pas s'ils allaient se classer ou pas. Ils réussissaient même pas à gagner 2 parties de suite. Ils ont terminé la saison avec 5 défaites de suite. Fait que t'as pas le momentum pour commencer les séries, surtout que c'était la dernière équipe à se classer. C'était une équipe qui avait vraiment pas beaucoup de confiance. Là, en première ronde des séries, contre Toronto, que Toronto, ils perdent tout le temps au premier tour, mais ça reste que cette année, ils avaient été chercher un bon mix de vétérans puis de jeunes. Puis il y avait tout pour réussir cette année, Toronto, une très grosse équipe. Dans la première partie, qu'est-ce qu'on a retenu? Ben, c'est que Keke, Caulfield puis Romanov, 3 jeunes qui ont
qui ont été bons pendant la saison. Caulfield qui est arrivé après, mais Keke puis Romanov qui ont fait du très bon travail ont été laissés de côté. La stratégie, c'était plus de mettre des vétérans pour la première partie. Ça a été critiqué, mais ça reste que ça a marché. Ils ont gagné la première partie 2-1. Superbe but de Paul Byron. Aussi, qu'est-ce qui a retenu l'attention dans cette première partie? C'était la blessure de John Tavares en première période. Corey Perry. Qui est en fait un joueur des Maple Leafs de Toronto, lui. Oui, c'est un joueur des Maple Leafs, l'équipe qui affrontait les Canadiens. C'est leur capitaine, un leader pour cette équipe-là. Puis, c'est un coup accidentel de Perry à la tête, mais ça reste qu'on veut pas voir ça. Ça faisait mal à voir. Il a jamais retourné, il a pas fait d'autres parties dans la série. Au début de la partie, en première période, début des séries, ça se lance comme ça, bang. Dans la deuxième partie, on a vu que Toronto se sont vraiment levés de leur capitaine qui était parti, ils se sont ralliés, travaillé en équipe, puis ils ont gagné. La troisième partie aussi, et la quatrième. Fait que là, 1-3 pour Montréal. Mettons que... C'est critique. Ouais, c'est ça. Là. Tu peux plus en perdre une, là, parce que sinon, c'est fini ta saison. Ouais. Tu sais, là, tout le monde... Bergevin était sorti, là, il était prêt à faire le grand ménage, là. Mais, Montréal, on a vu qu'ils ont réussi à se relever de ça. Ils pouvaient pas perdre, c'est ça, ils étaient sur le bord. Puis ils ont réussi. La partie 5, ils l'ont gagné. La partie 6 aussi, le 3-3 dans la série. Toronto aussi vont face à l'élimination. Fait qu'on pouvait y croire. La Game 7, Montréal ont vraiment sorti. Ils ont vraiment sorti très fort. Tout le monde jouait bien. Toronto, là, c'était plus eux autres qui avaient le momentum. Là. Autant qu'ils l'avaient après la partie 4, là, c'était Montréal qui l'avait vraiment. Puis Montréal ont réussi à gagner. Surprise. Toronto, ils vont attendre encore avant de gagner une première ronde. Une première ronde, ouais. Puis on passe maintenant à la deuxième ronde qui était contre les Jets de Winnipeg, une équipe totalement différente des Maple Leafs. Ouais, les Toronto contre Winnipeg, c'est vraiment différent. Montréal qui ont commencé les séries beaucoup plus tard que d'autres équipes. Fait en plus, quand ils s'est ramassé en 7, puis que Winnipeg ont terminé ça en 4 contre Edmonton, Winnipeg ont eu une semaine de repos, tandis que Montréal, eux autres, ils commençaient direct. Là. Ils n'ont pas eu de temps pour se reposer. On pensait que ça allait être un désavantage pour le Canadien, mais finalement, pas pantoute. Les Canadiens qui ont tellement bien joué, ils ont sorti tellement fort. Ils ont réussi à gagner la première partie. Mais encore là, dans la première partie contre Toronto, c'était la blessure de Tavares. La première partie contre Winnipeg. De Jake Evans, en fait. Jake Evans, c'est un manque de respect de Scheifele. Ouais. On a vu que c'était vraiment pas la rondelle qu'il voulait pogner. C'était vraiment la tête. Evans qui a marqué un but. Mais Scheifele, on l'a vu, il a ralenti un peu pour se positionner vers Evans. Puis le coup de coude d'en face. Puis Evans, c'était sa 4e commotion. Mettons que Scheifele méritait une très grosse suspension. Ouais, ce qui est pas arrivé, en fait. 4 parties. Il a pas revenu dans la série puisque les Jets sont perdus, mais 4 parties, c'est quand même... Pour le geste, c'est pas grand-chose. Ouais. Montréal qui ont gagné après la partie 2, 3, 4. Un balayage. Ouais. Ils ont terminé, ça a été la dernière équipe au premier tour à se rendre au deuxième tour. Puis ça a été la première équipe à se classer pour les demi-finales. Ça a fait vraiment mal la perte de Scheifele. Scheifele qui est leur leader, c'est leur meilleur joueur de leur équipe. On parlait beaucoup que les Jets, c'est une équipe qui avait beaucoup de profondeur, mais là, sans Scheifele, ça a paru énormément. Montréal ont réussi. Ils n'ont pas eu le temps de la misère contre Winnipeg à gagner. Puis Montréal s'est relevé de la perte de Jake Evans, tandis que les Jets, eux, n'ont pas été capables de faire sans leurs joueurs. Non. Ouais. On passe à la troisième ronde qui était contre les Golden Knights de Vegas. Une autre équipe avec un gardien assez redoutable, Marc-André Fleury. Marc-André Fleury, tout un gardien. C'était une très grosse opposition, Price contre Fleury. Vegas qui ont terminé premier au classement de la Ligue contre Montréal qui était 18e. Une grosse écart de points. Mais ça glace, Montréal, le momentum qu'ils ont eu. Là, ils étaient à 7 victoires de suite contre Toronto puis contre Winnipeg. Là, on commence contre Vegas. Montréal, il y avait la confiance qui était au top. Mais Vegas sont très bien sortis.
Montréal, ils n'ont jamais joué, tu sais. Montréal, ils sortaient de la division canadienne, Ouais. comme Vegas qui sortait de leur division. C'était Vegas qui s'est le mieux adapté. Ils ont sorti Montréal dans la première game, c'est très facile. Ils ont très bien joué. Montréal, c'est ça, ils connaissaient pas trop le style de Vegas, puis ça a paru. Mais dans la deuxième partie, Montréal a réussi à gagner. Dans la troisième partie, Montréal s'en allait pour perdre, mais on s'entend que la bourde de Fleury, on va pas l'oublier de sitôt. Même lui doit s'en rappeler Ah encore. ben oui, ici, ben oui. Puis Montréal, il se faisait dominer cette partie-là. C'est la game 3, le 2-1, c'était à Vegas. C'était à Montréal, excusez. Puis Montréal s'en allait nulle part. Puis bang, Fleury, quelle bourde, Anderson qui marque, c'est 2-2. Là, on peut y croire, là. On peut gagner la partie en prolongation. Vegas, qui ont quand même bien joué, mais Fleury, on le sentait vraiment hésitant devant son filet. Ouais. Puis ça a apparu sur le but d'Anderson. Anderson qui a marqué encore pour faire 3-2. Fait que les Canadiens ont réussi à sauver avec cette victoire. C'était pas la plus... ils l'ont pas... Mettons, Vegas l'aurait plus mérité. Mais les dieux du hockey ont été du bord des Canadiens. Dans la partie 4, là, c'est le contraire. Montréal, vraiment, qui ont dominé, mais Vegas, qui ont été plus opportunistes que Montréal. Fait que là, 2-2, la game 5, l'équipe qui gagnait prenait une sérieuse option sur la série. Montréal, qui ont réussi à gagner. Là, les fans des Canadiens, on était... Là, on rêvait à la finale, on rêvait à la coupe. Ouais. Tu sais, on est proche, on est à 5 victoires. Là. La game 6, qui est à la Saint-Jean, que Vegas font face à l'élimination. Puis, ben, Montréal en prolongation, qui réussissent à gagner. C'était, wow, l'euphorie, le wow. C'était Ouais. quelque chose. C'est un... Ce qui les a menés à la finale contre Tampa Bay de Ouais. Lightning. Une équipe qui était quand même favorite dans les séries comparée aux Canadiens. Ah ouais, les Canadiens étaient sous-estimés dans la première ronde, deuxième ronde, troisième ronde. Les équipes, genre, tu sais, t'as regardé ça, les Canadiens, on dirait qu'ils ont juste pas pro sérieux. Tandis que Tampa Bay, première partie, eux autres, Montréal, ils les mettaient pas plus bas qu'eux autres. Ils les mettaient égal à eux-mêmes. Puis honnêtement, ça a paru la première partie, 5-1. Tampa Bay qui ont dominé la partie de A à Z. Price qui était chancelant dans la première partie qu'on n'avait pas vu dans les 3 premières rondes. Dans la partie numéro 2, Montréal qui ont encore perdu, mais une meilleure partie. Mais ça a fini 3-1. 0-2 contre Tampa Bay, quand Tampa Bay n'ont pas perdu 2 parties de suite depuis leur conquête de la Coupe Stanley de l'autre année d'avant. Fait que c'est un très gros boulot qui les attendait. Troisième partie, Montréal qui devait sortir fort, à la maison en plus. Puis ça n'a pas été ça, mais malheureusement qu'ils ont fait. En même pas 4 minutes, Tampa Bay avait déjà 2 buts. Fait que, tu sais, quand tu vas remonter Tampa Bay, là, Tampa Bay sont en confiance. Là, ils ont commencé à jouer défensivement. Mais finalement, le jeu s'est vraiment ouvert parce qu'il y a eu 9 buts dans cette partie. Montréal qui ont réussi à terminer la période 3-1 d'Anneau. Mais ça reste que Montréal... T'es dans une situation très critique. Ah oui. Ils pouvaient pas la perdre, le 0-3 dans la série, tu veux pas voir ça. Là. Peu importe Surtout contre pas qui. en C'est finale ça. de la Coupe En Stanley. plus, contre Tampa Bay. Mais finalement, ben, on a vu que Montréal, comme à un moment donné, ça a venu 5-3. Perry, on pouvait y croire. On pouvait croire que Montréal allait gagner. Finalement, 6-3. Fini. La game 3 s'est soldée par 6-3. 0-3 dans la série. La tâche est lourde. La game 4 à Montréal. Il y a eu la Coupe Stanley dans l'amphithéâtre. C'est la première fois depuis 93. Mais mettons que Montréal ne pouvait pas la gagner cette soirée-là. Montréal qui ont tout donné. C'était le hockey du désespoir. Là. Ça a bien marché cette soirée-là, mais ils ont réussi à gagner 3-2 en prolongation. Mais ça reste que c'est 1-3. C'est Tampa Bay. Faut pas qu'ils en perdent un autre parce que Mais non. c'est terminé. Là. Le travail n'est pas fini. Montréal, pas pantoute. Là. Faut qu'elle remonte. Dans la game 5, il y en a qui disaient que Tampa Bay ne voulait pas gagner à Montréal. Ils voulaient terminer ça à la maison. Il y avait quand même... Ils menaient 3-0. Il y en a qui disaient qu'ils pouvaient s'en permettre d'en perdre une. Est-ce que c'est vrai? C'est une théorie. Dans la game 5, à Tampa Bay qui joue tellement défensivement comme qu'ils peuvent jouer offensivement.
Là, ils ont fermé le jeu. Ross Colton, un joueur de soutien, 4e trio, qui a réussi à marquer. 1-0 Tampa Bay. On l'a vu dans le game que Montréal ont gagné. Le premier but a été très important. Ça a été pour Montréal. Mais là, Tampa Bay a marqué le premier but. Mais 1-0, c'est pas fini. Montréal, s'ils jouent bien, Price qui peut faire les arrêts. Finalement, ben, on n'a pas vu d'autres buts dans cette partie. Ça a fait de mal qu'on a vu genre le temps défiler, 10, 9, 8, ainsi de suite. Quand on a vu Tampa Bay qui célébrait avec leur Coupe Stanley. Avec leurs partisans aussi. Ah, le travail du Canadien, ils ont quasiment réussi 3 victoires de la Coupe. On aurait tellement aimé ça, avoir la Coupe pour Price, surtout Weber, les vétérans. Mais on va se reprendre une autre fois. Ouais. Puis c'est sûr qu'il faut être fier du parcours des Canadiens en série parce que on s'attendait pas à ça. Là, ils se faisaient sortir par Toronto là, quand c'était 1-3. Là. Montréal qui ont réussi, mais contre Tampa Bay, ils ont manqué un peu de gaz. Puis finalement, qu'est-ce qu'il faut retenir des Canadiens en série? Quelques points que j'ai marqués qu'il faudrait retenir des Canadiens. 4 trios qui ont fonctionné. C'est pas... Les Canadiens, ça n'a pas été un trio qui a fonctionné, puis les 3 autres trios, ça faisait rien. Un soir, c'est le premier trio, l'autre soir, c'est le deuxième, le 4e. Tout le monde a pris en charge, ils voulaient gagner, puis ça a paru vraiment. Fait que c'est ça, c'est pas... Tu sais, Montréal, tu regardes, ils n'ont pas de super vedette en attaque, mais ils ont tous travaillé en équipe, puis ça a été ça le fruit de leur succès. Tout le monde participait, tout le monde se mettait sur la feuille de score à la fin, que ce soit du 4e au premier trio. Ben ouais, on n'a pas vu de domination d'un joueur des Canadiens à comparer à un autre dans la colonne des pointeurs. C'était quand même très serré. Petrie, Edmondson, Weber, puis Charrot, 4 défenseurs que Luke Richardson, qui avec Dominique Duchamp a pogné le COVID, qui a dit que c'était 4 Chris Pronger. Chris Pronger, c'est un def qui était qui était robuste, qui jouait dur. Là. Mettons, t'aimais pas ça être sur la glace contre lui. C'est ça, ces 4 défenseurs-là, à partir surtout contre Vegas, ils jouaient 30 minutes et plus par partie. Puis en vrai, t'as 6 défenseurs qui jouent, mais là, il y en avait juste 4. Genre. Les 2 autres, ils jouaient comme 5 minutes. Là. On a vu vraiment ce travail-là. Il était fort en échec avant. Ouais. Puis Montréal, dans les mises en échec, ça a été premier dans les séries. Il jouait très bien, il protégeait très bien Price. Puis on parle beaucoup de Price, mais ça a été aussi, eux autres aussi, ont fait un très gros travail. On les voit pas, on les verra pas faire des points. C'est pas... Mais leur travail, ils respectaient à la lettre. Puis c'est pas les joueurs les plus flamboyants quand tu regardes une partie, mais c'est du travail de qualité qu'ils ont fait. Oui. Puis Price, il élève son jeu d'un cran série. Ouais. En saison, c'était vraiment pas le goaler qu'on connaît. Carey Price, en saison, c'était pas très beau là, à voir. Mais en série, il s'est relevé, il était là pour l'équipe, puis il a voulu sa Coupe Stanley, puis ça a apparu. On a une bonne relève parmi les jeunes. Caulfield, wow, il fait rêver Caulfield. Suzuki. Plusieurs critiques justement à Caulfield parce que peut-être qu'il serait trop petit. Toi, qu'est-ce que t'en penses? Mais moi, Caulfield, tu sais, s'il aurait été dans les années 60-70, que le jeu, c'était du jeu robuste, les grands gaillards, tu sais, des équipes qui font peur, qui se mettent tous les plus gros joueurs de la ligue. Mais maintenant, le jeu a changé, puis c'est plus axé sur la vitesse, tu sais. Puis Caulfield, c'est ça. Mettons, si ça aurait été en 60-70, peut-être qu'il n'aurait pas eu tant de succès, il y aurait eu de la misère. Mais là, on voit que il est voué une belle carrière dans la Ligue nationale. Puis, regarde, Alex DeBrincat, 5 pieds 7 à Chicago, comme Caulfield. Kane, 5 pieds 9. Johnny Gaudreau. C'est des joueurs qui ont fait leur place dans la Ligue, puis ils vont en avoir encore plus prochainement, parce que c'est là, le hockey, c'est rendu plus ça. Ouais, c'est ça, il évolue. Duchamp, c'est un coach de la LNH. C'est ça, il coachait beaucoup des clubs juniors, mais le monde n'était pas très convaincu. Après 2 mois, Duchamp, ça marchait pas trop en saison. Mais en série, on a vu que le travail qu'il a fait, c'est immense. Duchamp, puis il y a une grande partie, lui aussi, du travail accompli des Canadiens. Puis mon dernier point, Philippe Danault, c'est un joueur très sous-estimé. Il y en a beaucoup qui le critiquent, mais ça reste que Danault, est-ce que tu vois Suzuki, Kotkaniemi ou Evans être premier centre l'année prochaine? Non. Ça va être pas beau à voir. Là. Danault qui va s'en aller, mais
Philippe Dano, le travail qu'il faisait, il a étendu le premier trio de Toronto. Ils n'ont rien fait. Winnipeg, la même affaire, leur meilleur joueur. Vegas là, ça faisait rien, là, leur meilleur joueur. Dano, avec son trio. Il a été excellent défensivement. Ben oui. C'est normal qu'on le voit moins offensivement dans ces moments-là. C'est ça. Il y a d'autres joueurs qui ont été bons offensivement, mais Dano, tu sais, contre Tampa Bay, ils ont perdu en 5. Mais les 2 premiers trios de Tampa Bay, est-ce que c'est eux autres qu'on voyait? Kucherov, on l'a pas vu pointe. C'est le 3e trio, le 4e trio. Trio de Yanni Gourde, là, en finale, là, c'était... Wow! C'était eux autres qui ont fait gagner en finale. Fait que Dano, oui, le monde qui aimerait ça qu'il y ait plus de points parce que c'est un joueur de premier trio. Mais moi, je me dis que s'il éteint à chaque fois les premiers trios des autres équipes, ça se peut une mauvaise game là, de temps en temps. Mais en série, il n'y en a même pas eu quasiment. Puis s'il réussit à les éteindre, puis les autres trios font des points, moi, je vois pas qu'est-ce qu'il y aurait de mal avec Dano sur le premier trio, un premier trio plus défensif. En tout cas. Totalement d'accord avec toi, Étienne. Merci beaucoup pour ce beau récapitulatif de la saison puis des séries des Canadiens, puis en espérant les revoir l'année prochaine. Ouais. Avoir des séries aussi glorieuses que cette année. Ouais. Bon, ben, merci. Pour connaître ce qui se passe chez vous, dans la vallée de la Matapédia, TVC Matapédia, on s'y retrouve partout. Nous sommes rendus à notre segment La guerre des poutres, où à chaque semaine, nous allons visiter une cantine matapédienne pour manger une bonne poutine pour finalement, à la fin de la saison, vous dire qui est selon la TVC la meilleure poutine matapédienne. Oui, puis cette semaine, on se retrouve au restaurant du camping de Saint-Damas qui est à même le camping, juste dans l'accueil. Donc, allons-y. J'ai faim. Je nous trouve pas mal beau avec notre tic. Oui. Prenez note que les heures d'ouverture sont de 11h30 à 8h du lundi au samedi et de 11h30 à 7h le dimanche. Pour ce qui est des ingrédients, les frites sont faites maison et cuites dans l'huile et le fromage est le fromage Le Gaspésien. Présentement avec Roxane Dastou, photographe de métier. Bonjour, ça va bien? Oui, toi? Oui, super. Donc, depuis quand pratiques-tu ce métier? Ça fait déjà 5 ans. OK. Oui. Puis, quels ont été tes... Comment tu as fait, en fait, pour te rendre jusqu'au métier de photographe, ton parcours? Oui, ben en fait, je suis partie de la région pour m'en aller à Québec. Je suis rentrée au cégep de Sainte-Foy en arts et lettres puis en cinéma. J'aimais beaucoup l'aspect vidéo à ce moment-là. Puis au fil du temps, pendant le cégep, je me suis rendu compte que c'est peut-être plus la portion photographique qui m'intéressait. Donc, suite à ça, je suis allée faire un cours en lancement d'entreprise et je me suis inscrite à un DEP en photographie, 2 ans à temps plein. Puis après ça, je me suis rendue ici là, pour démarrer mon métier. OK. Puis tu as une petite entreprise à toi oui, exactement. de photographie. J'ai un studio à la maison. On s'est construit une maison. J'ai établi un studio. Puis je reçois les clients chez moi ou à l'extérieur où je me déplace aussi. OK. Puis qu'est-ce que tu aimes le plus dans la photographie? Est-ce que c'est les paysages, en studio? J'aime vraiment beaucoup les photos extérieures. Okay. Je suis pas très portée à faire des paysages artistiques, par exemple, là, aller faire des photos d'objets ou de nature. J'aime ça, mais je préfère vraiment le côté humain. Donc, j'aime vraiment capter les émotions, vraiment du spontané avec les familles, les enfants qui jouent. C'est vraiment ce que j'adore faire. J'aime beaucoup faire en studio, par contre, les nouveaux-nés.
OK, oui. Ouais, les petits bébés en bas de 3 semaines de vie, là, ça commence à à prendre un peu plus de place là, dans mes choix de préférence. Oui, parce que toi aussi, tu as un enfant. Oui, exactement, un Donc, petit tu garçon. t'amuses aussi à faire des photographies avec Oui, ta famille à oui, toi. je dirais malheureusement pour eux, je suis un peu tannante avec les photos. Puis, est-ce que c'est dispendieux autant pour les personnes qui veulent avoir une séance de... Ben, en fait, ça dépend de chaque photographe établit leur prix. Tu sais, c'est pas si dispendieux. De mon côté, c'est environ 100 $ pour 1 heure. Ça remet 15 photos. Puis les gens, ils peuvent en acheter des supplémentaires s'ils veulent. Ils peuvent se déplacer ici, à Saint-Damas ou aux alentours pour faire des photos extérieures. Je peux me déplacer également dans leur coin. Puis, je fais souvent des mini-séances aussi, des promotions, des petites séances, soit de Noël thématiques, qui c'est un peu moins cher. Mais rendu là, c'est vraiment au photographe d'établir sa liste de prix. OK. Puis pour toi, mettons, l'équipement, est-ce que ça coûte cher? Une personne qui voudrait... Oui, c'est vraiment... C'est vraiment oui, c'est ça. Vraiment beaucoup. OK. C'est l'appareil photo, les lentilles, c'est tout l'éclairage? L'appareil photo en soi, là, tout dépendant de la gamme qu'on prend, ça peut jouer entre 2 000 et 4 000 $ facilement. Et souvent, c'est sans objectif. Donc, la lentille, il faut l'ajouter à part. Donc, elle, déjà aussi, de son côté, peut-être 1 000, 2 000, ça peut aller un petit peu plus. Sans parler aussi de batterie, carte mémoire, quand on regarde aussi au niveau du studio, l'éclairage, les flashs, les accessoires, tout ce que ça prend là, pour équiper un studio. Donc, ça monte assez vite. Oui, c'est sûr. Puis pour ceux qui voudraient se lancer en photographie, est-ce que tu aurais des conseils à leur donner? Oui, ben en fait, écoutez-vous. Moi, j'ai fait un cours, mais j'ai toujours dit que quelqu'un qui a la photographie dans le sang n'a pas besoin de formation. C'est sûr qu'on apprend plus vite au niveau de l'appareil, parce qu'il y a plein de modes qui sont intéressants à savoir. Fait que je dis vraiment, écoutez-vous, puis allez-y avec votre créativité. Puis je crois que l'entre-gens aussi, ça permet de développer beaucoup le côté, parce que les gens qui arrivent pour se faire photographier sont vraiment gênés. Il y a personne qui me dit je suis vraiment photogénique. Tout le monde me dit je suis pas photogénique, guide-nous. Donc, d'être à l'aise avec les gens, puis être capable de les mettre dans une position qui sont bien, puis confortables en jasant, puis en détendant l'atmosphère. Je pense que c'est ça qui fait une différence au niveau de la photographe aussi. Oui, donc c'est ça, toi aussi, tu vas guider les gens pour les aider à avoir des belles photos. Fait que toi, personnellement, est-ce que tu aimes te faire prendre en photo, puis tu pratiques, pas tu pratiques, mais tu as des conseils. Oui. Comment tu as fait pour trouver les poses idéales? En fait, c'est à force d'en faire. OK. Plus que, pour un jeune photographe qui commence, plus que tu vas prendre des photos, des gens photos, puis te pratiquer, tu vas développer qu'est-ce que toi, tu as moins et qu'est-ce que les gens répondent le plus là, pour les poses. Tu vas développer aussi un œil à savoir qu'est-ce que tu préfères faire comme placement. Mais moi, j'aime guider. Je donne une ligne directrice, mais après ça, je laisse les gens vraiment, je leur dis amusez-vous, jouez avec les enfants, riez, parlez-vous. Moi, la mentalité d'on prend une photo, il ne faut pas bouger parce que ça va être flou. Là. Pour moi, c'est plus vrai. Il faut vraiment qu'il y ait du mouvement dans la photo, il faut qu'il y ait de la vie. Fait que c'est un peu ça là, dans mon range à moi là, pour la photographie. Prends-tu aussi des photos des sportifs comme... Dans les écoles, souvent, il y a des tournois, puis on voit des photographes qui viennent, par exemple, pour le volleyball ou autre sport. Oui, ça m'est arrivé d'en faire. C'est pas ma principale, comme faire des photos scolaires non plus, c'est pas nécessairement ce que je fais le plus. Moi, je suis vraiment dans le portrait, dans la famille, la maternité, grossesse, mais je suis capable tout autant de faire des photos sportives. C'est plus difficile, vu que les athlètes sont en mouvement? Non, pas... Un enfant de 2 ans qui court et qui ne veut pas se poser, c'est similaire, je dirais. C'est similaire. Ouais. Okay. C'est un autre type, étant donné que les athlètes qui sont en mouvement, ils n'ont pas vraiment le focus à savoir comment je suis. Est-ce que je regarde l'appareil? Est-ce que je suis beau sur la photo? Ils font leurs choses. C'est encore plus naturel. Mais c'est ça, pour la rapidité, là, on fait les modes rapides sur l'appareil photo, puis ça y va. OK. Puis après ça, après avoir pris les photos, souvent, les photographes vont un peu les modifier, entre guillemets. Est-ce que c'est long, le processus de... Encore là, ça dépend de chaque photographe. Moi, je préfère me donner vraiment un laps de temps fixe, même si je peux déborder un petit peu. Mais je dirais, là, retoucher une photo, ça peut prendre facilement, là, par séance photo, ça peut prendre 1 à 2 heures là, pour la séance complète. Okay. Des fois, ça peut aller à plus, tout dépendant de la retouche qu'il y a à faire, qui est effectuée sur la photo.
c'est sur l'éclairage, mettons, qu'on va jouer, puis... Oui, c'est ça, les tonalités. Moi, j'aime ça jouer un petit peu avec les couleurs aussi. Là. Si on fait une photo, par exemple, avec un paysage dans un champ avec les arbres, ben, j'aime diminuer un petit peu le contraste et aussi la saturation là, dans les verts, exemple, que ça soit un peu plus chaud. J'aime ça, pas trop flash. Donc, c'est vraiment des petites choses comme ça. C'est vraiment à mon œil à moi. Je vais jouer d'une séance à l'autre. Je vais jouer avec les éléments que j'ai. Puis, c'est pour ça, des fois, que ça peut être un peu plus long sur certaines séances, puis un petit peu moins long sur d'autres. Après ça, il y a le Photoshop, la partie Photoshop. Ouais. Donc, je vais vraiment enlever les éléments indésirables sur la photo. Par exemple, il peut y avoir une poubelle en arrière-plan. Ouais. Des fois, on est limité dans nos endroits. Bien, je vais l'enlever tout simplement. Les petits cheveux qui passent dans le visage, capable d'aller enlever le cheveu pour dégager un petit peu, des choses comme ça, des boutons. Ouais. À la demande de la personne. Oui, exactement. C'est sûr que je suis beaucoup dans l'acceptation de soi. Oui. Donc, tu sais, je suis pas vraiment là, à aller faire des retouches. C'est quelqu'un qui dit « Ah, ben, veux-tu me rapetisser un petit peu? » Tu sais, je suis pas dans ça, mais c'est possible de le faire, mais je suis pas dans ça. Je préfère que les gens s'acceptent et s'aiment comme ils sont. Oui, c'est ça, le plus naturel possible. Est-ce que c'est un mythe si on dit que c'est plus facile de prendre des photos en studio puisque c'est toi qui gères ton éclairage? Tandis qu'il y a des photos à l'extérieur? Non. C'est plus facile C'est beaucoup plus facile de faire des photos extérieures qu'en studio. Parce que justement, en studio, l'éclairage, il faut que tu le connaisses. Il faut que tu sois capable de placer ton éclairage au bon endroit pour que ça donne un beau résultat dans le visage de la personne, que ton fond soit aussi bien éclairé autant que la personne en avant, qu'il n'y ait pas de gros ombrages sur le fond. Tandis qu'à l'extérieur, ben c'est sûr qu'il y a en contre-jour qu'on trouve certaines difficultés, mais sinon, c'est beaucoup plus facile à l'extérieur. Puis, y a-t-il un moment dans la journée où c'est mieux de prendre les photos? Puis des fois, s'il fait vraiment soleil, je pense que c'est pas... oui. c'est pas tellement mieux s'il fait trop soleil que pas assez, là. Oui, exactement. Ben moi, je suis une photographe qui aime beaucoup travailler dans un temps plus nuageux, en plein après-midi, par exemple. Tu sais, les gens ont souvent peur qu'il n'y ait pas de beau soleil, mais moi, je préfère ça. Sinon, le meilleur moment, c'est toujours au golden hour qu'on appelle. Okay. C'est vraiment le fin de journée, coucher de soleil, surtout ces temps-ci, là, à l'été, là, aux alentours de 7-8 heures. C'est vraiment la plus belle lumière, ou très tôt le matin. OK. C'est sûr que des fois, les petites familles que je prends en photo sont pas toujours prêts avec les enfants à faire des séances photos à 6-7 heures le matin. Mais des fois, ça peut aller tout de suite après le souper, ça va bien. Puis quand c'est dans l'après-midi, je trouve un endroit à l'ombre, que le soleil peut être plus fort, mais un petit peu éloigné. Comme ça, on n'a pas de grosses lumières là, dans le visage ou les enfants qui ont de la misère à garder les yeux bien ouverts. Oui, des fois, c'est compliqué. Oui, c'est ça. Puis pour ceux qui aimeraient avoir tes services, où est-ce qu'ils peuvent te contacter? Oui, bien, j'ai une page Facebook, Roxane Dastou Photographe. Je suis aussi active sur Instagram. J'ai un site internet, roxanedastouphoto.com. Donc, les gens peuvent me contacter par là. Puis, je fais souvent des promotions, des concours sur ma page, des choses comme ça. Puis tes disponibilités, c'est dans la semaine ou... Pas mal tout le temps, je dirais du lundi au dimanche. Là, OK. Ouais. Ben, merci beaucoup, Roxane. Ben, merci à vous. Bye. Nous sommes rendus au segment « Quoi faire en fin de semaine ?» et cette semaine, pour honorer le Noël du campeur, pour honorer les campings, nous avons eu une bonne idée. Oui, effectivement, aujourd'hui, on est dans l'esprit de compétition puisque l'activité du jour se trouve à être une petite compétition entre moi et Christo. Lequel de nous deux va réussir à monter une tente le plus rapidement possible? Ouais, en gros, il y a une tente, 2 compétiteurs. Un chrono. Un chrono. À tour de rôle, on va monter la tente pendant que l'autre n'est pas là. On va voir la stratégie de l'autre. Et à la fin, on va découvrir c'est qui a monté la tente. Il va y avoir un gagnant et une perdante. Non, écoutez pas ce qu'il dit à la maison. Beaucoup trop de confiance pour le peu de talent. Donc, vous allez avoir un beau best-of de cette compétition-là et ça commence dès maintenant. J'ai un coup de pression, là. Est immense. Je risque pas d'animer grand-chose, là. 3, 2, 1, go! OK. Oh my God! Ah, ça part mal! Ça part mal! Je me bats avec la tente!
Le Christo, lui, il a une stratégie. Moi, j'ai pas de stratégie, j'ai juste du talent. Fait qu'on va voir qu'est-ce qui fonctionne le mieux. OK. Ah, ça, c'est bien fait. Ça, c'est le fun. Oh my God! OK, ça va se monter tout seul, cette tente-là. Check bien ça. OK, moi, ça, je te mets ça au milieu. Parce que ça doit aller au milieu. Donc là, pour pas que tout pète, on va y aller méthodiquement. Je vais enlever mes souliers pour pouvoir monter là. Ah, j'ai à l'envers, hein? Ouais, c'est ça. Ça va comme ça. On dirait une araignée. Ici. De même. Oh, ça va être facile! Je sais pas si... I guess que ça va de même. OK. OK, tout à... OK, ouais. Il vient de me donner une idée, ça. J'ai peut-être perdu du temps parce que cette méthode-là est clairement plus facile. Tac. OK, là, faut que je me rende. Sans que ça lâche. Comment je fais ça? OK. Là, vous le savez pas, mais il vient de mouiller. Fait que mes pieds sont tout trempes. Enlever les souliers, c'était une bonne idée. Mais pas une bonne idée en même temps. Ça ressemble à une tente! Ça va. Avec ça. OK. Je comprends pas. C'est clair, ça va avec ça, là. Ça va où? Comment qu'elle marche, cette toile-là? OK. Ça prend-tu un poteau? Il n'y a comme pas de place où mettre le poteau. Ah oui! Non, ça doit aller où la porte. Ouais. Comme ça. Tu peux préparer ton timer. J'ai presque terminé. Je termine dans 3, 2, 1, stop. T'as mis des piquettes? On va pas mettre les piquettes? Faut mettre les piquettes! Elle a mis les piquettes! Ben voyons! Oh non! Oh non! Oh non! J'aurais vraiment pas dû enlever mes souliers. C'était la pire idée du siècle, ça. C'est pas beau, ça, rien qu'un peu. C'est pas beau. Voilà! C'est monté. Donc voilà, j'ai monté ma tente toute seule comme une grande fille. Puis honnêtement, je penserais pas que Christo réussisse à faire ça aussi vite parce que je suis une athlète. Et ça n'a pas été facile. C'est épuisant. C'est épuisant sur le cardio, mais le résultat est là. Je sais pas combien de temps j'ai fait, là. J'ai perdu la notion du temps, là. J'ai peut-être été un peu lent parce que je prenais mon temps beaucoup, là. J'ai pas couru, là. J'ai pas couru. J'étais rapide, mais connaissant Raph, elle a dû courir plus vite que moi. Là, est-ce que ça l'a nuit ou ça l'a aidé? On va voir ça dans pas longtemps. Donc, on vient de finir. Ouais. Raph, ça a-tu bien été de ton bord? Ben, ça
super bien été. C'était les deux une tente qui est pas à nous. Ouais. Une tente qu'on n'avait jamais montée. Qu'on n'avait jamais vu. Qu'on n'avait jamais vue. Pendant que j'ai monté la tente, Christo était parti prendre une marche. Pendant qu'il le fait, j'étais pas là non plus. Fait donc qu'on n'a aucune idée. on sait pas. On sait pas. On sait pas de qui a. Les deux, on a dit que ça a bien été. Mais Ouais. le score final, Ouais. notre caméraman va nous dire ça à l'instant. Je fais briller. Moi tout. Je me sens aux Jeux olympiques. OK. Avec 6 minutes, 42 secondes, 57 centièmes, Raphaël. Avec. Et maintenant, avec 5 minutes, 36 secondes, 51 centièmes, Yeah! Hey, je pensais que ça avait vu plus de temps que ça. 5 minutes 35 secondes. 36. 36. Ah! Hey, pour une fois que je gagne quelque chose. Félicitations. Je suis quand même Merci. En mode une COVID. bonne joueuse. Félicitations, t'as bien fait ça. Je tiens à dire qu'on avait fait des prédictions avant puis qu'on avait demandé. Tout le monde avait dit que c'est elle qui allait gagner. Moi, j'étais comme non, faut viser si moi gagne. Je le sens, je vais gagner ce coup-là. Ouais, fait que je suis quand même contente pour lui parce qu'il n'y a pas eu d'encouragement. Non, vraiment pas. Non. Bravo, Christo. C'était quoi faire en fin de semaine. On poursuit l'émission. Merci à tout le monde d'avoir écouté encore notre émission. Si vous l'avez aimé, sachez qu'elle est disponible en intégrale ou par segment sur notre chaîne YouTube. On vous souhaite une bonne semaine et surtout un bon Noël du campeur. À vendredi prochain.